Hola la compagnie, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire une gazette. On va parler de deux lectures. Seulement deux parce que je pense que ça va être assez long. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ces deux romans-là et on commence tout de suite. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Le parfum de nos souvenirs de Camille Di Maio aux éditions Milady. Un roman qui se passe en 1937 où on retrouve Juliane, une jeune fille de 18 ans, qui apprend un secret de famille que ses parents lui ont caché. Elle aurait un frère dans un asile psychiatrique. Donc du coup, depuis lors qu'elle l'a appris, elle va lui rendre visite et il se trouve que c'est son jumeau en plus. C'est un garçon qui est aveugle, sourd et muet. Une époque où les tares familiales, surtout dans les bourgeoisies, n'étaient pas forcément très acceptées. Et ses parents ont décidé de le cacher. Donc Juliane rend visite très souvent à son frère. Et là, elle rencontre un jeune homme, Kyle. Et ces deux personnages se rencontrent puisque Kyle est ami avec le frère de Juliane. Pour Juliane, à partir de là, elle sent quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti pour quelqu'un. Et elle apprend que ce jeune homme fait l'école pour devenir prêtre. Du coup, elle n'ose pas, bien évidemment, les convenances, le fait qu'il veut devenir prêtre, elle ne veut pas être un handicap pour lui. Alors les deux personnages se croisent à de multiples reprises. Donc le roman met du temps à installer la romance, à installer l'histoire d'amour entre nos deux personnages. Donc du coup, pendant les 30 premiers pourcents, je me suis ennuyée. On va le dire carrément, je me suis ennuyée. C'était plein de journées de la vie de Juliane, des questionnements qu'elle peut avoir sur les sentiments qu'elle éprouve pour Kyle. Elle fait des sentiments qu'elle ressent vis-à-vis de ses parents et de ce qu'ils lui ont caché, vis-à-vis de son frère. Voilà, elle veut faire une université, elle, pour devenir infirmière à Londres. Et du coup, elle décide de partir faire ses études. Et donc, à partir de là, se passe un événement qui fait que Kyle et Juliane se retrouvent. Et à partir de là, on va dire que l'histoire prend un autre tournant. À partir de la moitié du roman, il y a une accroche qui se fait. Alors on se dit, mais en fait, où va l'auteur? Pourquoi tous ces mystères? Parce qu'en fait, on retrouve un personnage en 1961, donc quelques années quand même après la guerre, quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on a l'impression que ce personnage-là se cache. Donc, qu'a-t-elle fait pendant la guerre? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Et du coup, on alterne entre 1937 et 1961. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, on est très frustrés parce qu'on voudrait rester en 1961 et comprendre pourquoi il y a ces deux événements à deux périodes différentes et qu'est-ce qui les relie. Et à partir de 60% du roman, on comprend tout, on va dire, enfin on comprend tout. On comprend pourquoi l'auteur nous fait naviguer à deux périodes et au fur et à mesure, on apprend un petit peu plus de qu'est-ce qui relie ces deux événements et ces deux périodes et ces personnages. Et pourquoi on en est arrivé là. Et à partir de 60%, le roman devient très intéressant et en fin de compte n'est pas du tout celui ou cette histoire à laquelle on aurait pu s'attendre, pas du tout. Et donc du coup, j'étais plus qu'agréablement surprise et j'en ai versé les larmes parce qu'il y arrive plein de choses et on comprend les tenants et les aboutissants et on se dit mais mince quoi. Comment nos personnages vont faire pour enfin être heureux? Parce qu'on sent quand même que ils sont pas heureux. Donc en fait, il y a plein de rebondissements sur la deuxième partie du roman qui remettent le pied à l'étrier à l'histoire et qui ont fait que j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Donc, hormis un départ lent et pour ma part un peu ennuyeux, il faut l'avouer. On a toute la vie de notre héroïne qui est une jeune fille bourgeoise, donc il ne se passe pas énormément de choses. Du coup, c'est ça qui fait que c'est un peu ralenti, que c'est un peu ennuyeux. Mais la seconde partie rattrape la chose. Je ne me serais pas attendue à ça du tout. Je ne voyais pas l'histoire se profiler comme ça du tout. À 70-80% du roman, je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça. Puis on a ces bonds temporels en 1961 où on stagne complètement sur un événement qui se passe, où on tourne autour pendant plusieurs chapitres et du coup on n'avance pas, on se dit mais mince, allez, moi je veux savoir.
Du coup, on est frustré. Du coup, on a les réponses de pourquoi l'auteur nous a tourné l'histoire comme ça, pourquoi on est en 1961 avec un de ces deux personnages. Du coup, l'histoire d'amour prend un tout autre chemin et du coup une autre amplitude, un trop plein d'émotions, du coup que l'on n'a pas eu au début et qui rattrape le coup. Voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire, cette romance, qui fait beaucoup penser, comme c'est noté derrière le roman, à Les oiseaux se cachent pour mourir. Puis sorti de là, je pense que c'est quand même assez différent, les événements qui nous sont racontés, de la façon dont c'est amené. Après, on replonge à partir de 70% en 1960, et vraiment, c'est là où le roman est le plus intéressant. Et on comprend pourquoi l'auteur a fait ses choix temporels, et pourquoi elle joue avec les nerfs des lecteurs, on comprend mieux. Donc ça sera un 15 sur 20 pour cette lecture, qui au départ n'a pas fait son éclat, mais qui a su rattraper la chose sur la seconde partie. Le second roman dont je vais vous parler, je pense que c'est celui-là qui sera un peu long, quoique là j'ai été assez bavarde, c'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Donc je vous en ai déjà parlé de cet auteur, puisque je vous ai dit que c'était l'auteur qui avait écrit Le Chant du Rossignol, qui a été un énorme coup de cœur en 2016. J'avais adoré ce roman, c'était bouleversant, c'était rempli d'émotions. Sur la Seconde Guerre mondiale, ici on est en 1974. Ern rentre de la guerre du Vietnam, changé, traumatisme de guerre. Il a été prisonnier dans un camp et il rentre donc chez lui où il retrouve femme et enfant. Donc il a une petite fille de 13 ans qui s'appelle Lénie et sa femme Cora. Pour Ern, sa femme et sa fille sont vraiment tout ce qui est le plus important dans sa vie. Il nous revient donc traumatisé, changé et du coup il boit beaucoup, il devient violent et du coup Lénie nous raconte son histoire en fait. Lénie est le personnage principal de cette histoire. Au départ de l'histoire, elle a 13 ans et on la suit au fil des années dans sa vie et dans ce qui lui arrive. Donc un jour, son père débarque et lui leur dit « J'ai reçu un héritage d'un ancien soldat qui est avec moi au Vietnam, une parcelle en Alaska. » Et ils leur décident de faire leur valise et ils partent en Alaska vers une nouvelle vie. On va suivre le quotidien de Ern, Lénie et Cora dans cette nouvelle vie alaskienne qui est très dure, qui est très sauvage, très sombre, puisqu'il fait jour tout le temps l'été, mais il fait nuit l'hiver, quasiment presque toute la nuit. Je crois qu'il fait jour de 10h du matin jusqu'à 16h, par là. Donc du coup, ça peut rendre fou. Il faut être prêt à cette nouvelle vie. Donc d'abord, au début, on apprend à vivre en Alaska. Donc du coup, le roman est vraiment porté sur ce quatrième personnage, je dirais, de l'histoire qui est l'Alaska. Le récit prend son temps. Et nous, en tant que lecteurs, on sent l'intensité monter et le fait d'être prisonnier de l'Alaska, en fait. Alors, ça amène à nos personnages une liberté, une évasion, une vision d'une nouvelle vie devant eux et d'une liberté que ça leur amène. Et en même temps, on sent cette oppression, puisque Ern est un personnage vraiment traumatisé. Il n'y avait pas les soutiens des traumas post-traumatiques d'après-guerre, pas du tout. Donc du coup, sa famille n'est pas préparée à ça. Les gens qu'il connaissent, enfin avec qui il se lie d'amitié en Alaska, ne sont pas préparés à ça. Le fait qu'il voue une possession totale au niveau de sa femme, ça amène aussi des complications. Le fait qu'il boive beaucoup et le fait de vivre en Alaska, donc je vous dis, avec des hivers très 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 rudes, très 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 durs, il faut vraiment être préparé. Donc en fait, ce qu'on ressent dans le récit, c'est le soutien des voisins et des gens de la ville dans laquelle il débarque. C'est vraiment omniprésent. Parce qu'à un moment donné, le récit donc, prend de l'intensité puisqu'on se doute qu'il va arriver quelque chose de compliqué à nos héros. Cette vie qui va un peu les emmurer au bout d'un moment, on sent l'intensité monter et la frustration de nous, lecteurs, en se disant qu'est-ce qui va leur arriver. Et on se dit que Cora et Lénie vont vivre des moments très durs et ils vont arriver. Alors, c'est là où je retrouve la plume. On retrouve la plume de Christine Hanna, cette virtuosité qu'elle a de nous amener l'histoire, où elle part de personnages qu'elle nous fait connaître au fil du récit, et forcément, nous, en tant que lecteurs, on s'attache à eux. Donc au départ, on va dire qu'il faut se mettre dans l'histoire,
jusqu'à 100 pages à peu près. Et après, ça prend de l'amplitude et de l'amplitude et de l'amplitude. Et les émotions commencent à monter et on commence à être en colère, à être triste, à compatir. Voilà, et il y a toutes ces émotions qui augmentent et qui augmentent et qui augmentent. Je peux vous dire que les larmes commencent à couler, 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 parce qu'on se dit, mais ces personnages ne seront jamais, jamais, jamais épargnés. Je pense que jusqu'à les 90%, 95% du récit, nos personnages ne sont pas épargnés. On ne sait même pas comment le récit va se terminer, quoi. Ici, voilà, on sent cette guerre du Vietnam présente, même si on ne nous en parle pas trop. On sent surtout ce conflit vis-à-vis de l'État américain, cette rébellion qu'il y a sur certains personnages qui voudraient prendre les armes, encore de la guerre, de la violence vis-à-vis des autres. Et Erne fait partie de ces personnages-là, torturés, qui ne cherchent que la violence, qui sont toujours dans le conflit, qui ont l'impression d'avoir raison d'emmener cette haine et d'essayer d'agrémenter les foules pour essayer que la violence soit omniprésente. Du coup, elle est omniprésente, cette violence dans le récit. Elle est omniprésente pour nos personnages, pour Lenny. Alors Lenny a 13 ans au début, puis après 14. Et puis après Lenny a 17 ans. Et voilà, et on suit notre personnage durant des années et des années. Et Lenny m'a fait pleurer aux larmes parce qu'elle passe par des... Lenny, c'est la gamine qui a toujours pensé aux autres avant de penser à elle. Qui aime ses parents plus que tout, ce qui est normal, hein, c'est une enfant, elle aime ses parents, entre sa mère et elle, il y a une union forte, une cohésion forte, puisqu'elles se sont retrouvées seules pendant que le père de Lenny était à la guerre. Quand il est revenu changer, Lenny avait grandi, elle a vécu sans son père pendant des années. Après, il devra apprendre à vivre avec lui. Et puis, on sent cette vie en Alaska, dans cette maison. J'ai été en colère vis-à-vis de Cora plus d'une fois dans le récit. C'est ce que l'on voit souvent chez les femmes dominées par leur mari, brutalisées, qui sont folles amoureuses d'eux. Il y a une passion entre Cora et Erne, une passion malsaine. Dans ce récit, il y a plein de choses. Il y a de l'amour, de la haine, de la colère, de la violence, de l'espoir, de la tristesse, de la souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Alors je sais pas si je vous donnerai envie de lire ce roman, mais franchement, passez pas à côté, parce que c'est une boule d'émotions. C'est un énorme coup de cœur. Dans l'année, j'en ai pas eu énormément, des énormes coups de cœur qui m'ont amené les larmes. À partir de 70%, de toute façon, je n'ai fait que pleurer, jusqu'à la dernière ligne. Parce qu'il y a tant de cruauté, tant de souffrance, mais tant de beauté aussi. Et elle m'a donné envie de retrouver Lenny et Cora. Et puis d'autres personnages aussi de ce récit qui sont vraiment uniques. Il y a Matthew qui est un personnage très fort aussi. Il y a Marge qui est un personnage très fort. Il y a Tom. Enfin, dans ce récit-là, il y a énormément de personnages secondaires, mais qui prennent énormément d'importance dans le récit. C'est un récit bouleversant, magnifique. Comme je vous dis, jusqu'à la dernière page, enfin presque la dernière page, l'auteur nous aura tenu en haleine de savoir, enfin, le final de ces personnages-là. En plus, on court sur une longue période, donc du coup, on les suit pendant longtemps, on grandit avec Lenny. Et moi, Lenny, ça a été un des personnages phares de ce récit-là. C'est puissant, c'est plein d'émotions, et ce roman-là, il m'aura amené les larmes. Pour le lieu, pour Lenny, pour Cora, pour tous ces personnages-là. Même encore maintenant, c'est encore difficile de vous en parler. Vous savez ce que je suis très émotive en plus. Donc moi, quand c'est un livre coup de cœur, c'est qu'il m'a amené des émotions plus qu'intenses. Et avec ce roman-là, c'est ce qui s'est passé. Alors, n'attendez pas, dès les 10 pages, les premières pages, qu'il se passe un milliard de choses. C'est que les choses montent petit à petit. Et Erne m'a fait penser à un des personnages qui me fait flipper. Et en plus, j'y ai pensé dès le départ dans le roman, et à un moment donné, on nous en parle. C'est le personnage de Shining, le père dans Shining, qui fait flipper, qui est complètement déséquilibré, psychotique, enfin, qui fout la frousse. Et Erne, dans ce roman-là, je peux vous dire qu'il m'a foutu les pépettes plus d'une fois quand même, hein, avec sa façon d'être, et puis cette double facette de ce personnage qu'on peut trouver attachant, parce qu'on sait qu'il souffre, qu'il a vraiment un trauma dû à la guerre, et en même temps on le hait, mais d'une force, et on a une colère vis-à-vis de lui. On sent la dualité pour Lenny, d'aimer son père plus que tout, et en même temps de le haïr, et pareil pour Cora. C'est
un ouvrage fantastique, comme je vous ai dit, qui parle de plein de choses, de la famille, de l'Alaska qui nous est relatée d'une façon magistrale, magnifique, sublime. Alors il y a beaucoup de descriptions sur le lieu, sur ces contrées blanches ou ces étés en Alaska. Et en même temps, il y a ce récit sur ces trois personnages-là, ce triangle, on va dire un petit peu malsain et en même temps beau, sur ce duo de mère-fille qui est sublime, sur l'amour en général, de tous ces personnages qui s'aiment, en amitié comme en amour. Voilà, c'est un magnifique roman. Je lui mets un 19 sur 20. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Le Paradis Blanc et pour Christine Anna, encore une fois, avec son récit. Voilà, je vous avais dit que ça allait être un peu long. J'espère que je vous aurais donné envie de le découvrir en tout cas. Ou en tout cas, ne passez pas à côté de celui-ci ou du Chant du Rossignol. Parce que vraiment, cet auteur écrit d'une façon magistrale. Elle vous amène les larmes et les émotions puissance 10 000. Je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt.